professeur de philosophie à l'université Paris 8 et ayant déjà publié des ouvrages tels que Sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe, ou encore La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, vous présentez aujourd'hui au lieu-dit de Saint-Afrique votre livre « Se défendre, une philosophie de la violence » paru chez Zone. Bonjour Elsa Dorlin, et merci d'avoir accepté notre invitation à Radio Saint-Af. Donc, pour celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre au lieu-dit ce soir, pouvez-vous nous faire une présentation synthétique de ce que vous entendez par violence ? En fait, le livre, il traite surtout de la façon dont... Enfin, il part d'un constat plus exactement sur ce qui est qualifié de violent aujourd'hui dans les mouvements sociaux et les mobilisations politiques contemporaines, et puis ce qui relèverait vraiment de mobilisations considérées comme acceptables ou comme entendables, et qui resterait dans une sorte de zone délimitée qui serait la non-violence ou voilà, la parole, la revendication calme et raisonnée. Mais en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment, dans l'histoire, cette attribution de la violence ou pas, elle était en fait une façon de stigmatiser certains mouvements comme des mouvements, justement, enfin, du coup, de ne pas les considérer comme politiques, de ne pas les considérer des mouvements en les renvoyant à des manifestations de violence. Et ce qui masque, en fait, aussi une répression massive des mouvements sociaux actuels. Et donc qui masque en fait une violence première qui est celle surtout de la répression policière et puis de la violence exercée à l'échelle de l'État. On en reparlera après. Du coup, voilà, votre livre qui retrace un historique des méthodes d'autodéfense dans des cas où la domination en place, donc qu'elle soit patriarcale, colonialiste, étatique ou de classe, empêche a priori la défense de soi. Donc vous parlez notamment des suffragistes au début du XXe qui se sont appropriés le jiu-jitsu. Et est-ce que vous pouvez nous citer des noms, par exemple, qui ressortent de cette période, des femmes qui auraient excellé dans cette discipline, qui se seraient démarquées, ou qu'on aurait oublié, nous, quoi, mais... En fait, moi, je suis partie du coup d'un certain nombre de mouvements qui sont passés à la violence, mais sans que ce soit un choix stratégique, réfléchi, juste de mouvements ou de même d'individus ou de collectifs qui n'ont pas eu le choix et qui ont usé de la violence parce que c'était une question de vie ou de mort. Et en fait, dans le cas des suffragistes anglaises, il y a une partie du mouvement qui est plutôt issue de la branche la plus, la plus, on va dire, radicale, issue des mouvements socialistes, internationalistes et anarchistes. Et notamment d'un groupe qui va être animé par ces tendances-là et qui est l'Union sociale et politique des femmes. Donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui vont faire juste le constat que les femmes n'ont cessé de revendiquer des droits et qu'elles ne les ont jamais obtenus, et que aussi on laisse finalement pourrir une situation d'inégalité sociale entre les hommes et les femmes, notamment sur l'accès à des droits élémentaires, en laissant au final une parole comme ça se déverser, et puis justement voilà, on l'écouterait, on lui donnerait de la place ou pas. Et en fait, c'est un certain nombre de ces militantes aussi ont considéré qu'il fallait arrêter de demander, par exemple, à l'État des droits, puisque c'était l'État justement qui déniait ses droits et qui organisait une inégalité structurelle et donc une violence en fait qui s'exerçait sur les femmes en les maintenant dans des statuts de minoritaires. Et du coup, à la même période, en fait, il y a un certain nombre de pratiquants du jiu-jitsu qui arrivent à Londres parce que, voilà, au gré des voyages, on est dans une période coloniale, etc. Donc, qui reviennent, en gros, de pèlerinage en Asie, qui ramènent des techniques de combat, dont le jiu-jitsu. Et il va y avoir un grand débat sur est-ce que le jiu-jitsu, par exemple, est une technique virile de combat. Donc pour tous les tenants de la boxe anglaise, on va considérer que le jiu-jitsu, c'est un art des faibles, c'est efféminé, c'est le retournement de la force de l'adversaire, c'est l'art de la ruse. Donc beaucoup de dojos, enfin quelques dojos qui vont s'ouvrir à Londres, vont pas être un haut lieu en fait de la socialisation masculine à la violence et aux arts justement de la lutte, et vont être ouverts du coup aux femmes. Et parmi ces femmes, il y a un couple qui va exceller dans le jiu-jitsu et qui va diffuser le jiu-jitsu en Angleterre. Et notamment une femme qui s'appelle Edith Garrood et qui va être opérée par l'Union sociale et politique des femmes et qui va demander à Edith Garrood de les entraîner.
et de les entraîner non seulement pour se préserver de la violence policière, parce qu'elles font de l'action directe, voilà, et elles ont même des actions directes extrêmement violentes et radicales, enfin occupation, dégradation de locaux, attentats contre les biens, etc. Et du fait de cette action directe et de refuser de parler et d'agir, en fait, évidemment, la répression policière est décuplée. Et donc, elles vont utiliser le jiu-jitsu pour se défendre d'abord de la police, avec des techniques, voilà, de se défaire d'une prise en cas d'arrestation. Et il faut savoir que les militantes, en fait, étaient arrêtées et elles étaient jetées en prison comme voilà, enfin, vraiment de façon systématique. Et elles vont aussi apprendre le jiu-jitsu, en fait, dans l'organisation en tant que telle, avec des ateliers qui vont être hebdomadaires, même 2 fois par semaine, au même titre que les ateliers, en fait, de peinture, de parole, d'organisation des actions. Et dans ces ateliers, elles vont, du coup, enlever leur corset, se mettre pieds nus, déployer leur corps, etc. Et en fait, c'est dans ces ateliers de jiu-jitsu qu'elles vont vraiment déployer une forme de conscience féministe qui va passer complètement par un partage comme ça de la libération des corps et qui va leur être utile, en fait, à ces militantes qui sont aussi des femmes, des épouses, des mères, des filles, des travailleuses, des ouvrières. Donc, pour se défendre au travail, pour se défendre contre les violences conjugales, pour se défendre contre l'ordre patriarcal, plus généralement. Et donc le jiu-jitsu va vraiment devenir une sorte d'autodéfense, enfin de philosophie de l'autodéfense féministe ou de philosophie féministe, en fait, de libération du corps. Et actuellement, est-ce que vous voyez des équivalents de ce jiu-jitsu, de la fonction, en fait, de cet art martial dans les milieux militants féministes? Depuis la fin des années 2000, le début des années 2010, je dirais qu'il y a vraiment... Enfin, j'aurais tendance à parler d'un retour de l'autodéfense, parce que... Et en même temps, c'est pas vraiment un retour de l'autodéfense en France, parce qu'il y a eu... La tradition de l'autodéfense féministe en France, elle a été très peu développée. Si on prend les années 70, par exemple, il y a eu peu de pratiques d'autodéfense. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais il y en a eu peu. Comparé, par exemple, au mouvement féministe allemand, autrichien, belge, anglais, même italien. Enfin, on est vraiment, enfin, il y a une sorte d'exception française. Et à la fin des années 2000, début des années 2010, en fait, réémergent quand même quelques groupes. Et aujourd'hui, on peut dire il y a vraiment une culture de l'autodéfense qui est en train de se développer dans le mouvement féministe, et c'est tant mieux. Et du coup, au-delà des pratiques physiques, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres techniques de défense concrètes utilisées donc par et pour des femmes? Dans l'autodéfense féministe? Oui, mais du coup là on parle pas de quelque chose de physique, quoi. C'est pas du combat, quoi. Mais ouais, mais en même temps, voilà, si on pourrait parler des techniques d'autodéfense féministe, par exemple telles qu'elles ont été développées dans le Wendo, dans le Fendoshi ou en Belgique par l'association Garance, ou d'autres pratiques en France, d'autres groupes d'autodéfense. Il y en a eu plusieurs, Riposte, Brin d'Acier, le Diana Prince Club, etc. Donc il y a eu des groupes qui sont là encore, qui sont actifs et qui développent des techniques qui sont pas seulement des techniques physiques, qui sont aussi des techniques verbales, puisqu'on travaille beaucoup sur l'autodéfense verbale, et des techniques évidemment qu'on pourrait appeler un peu à la va-vite d'empowerment, c'est-à-dire de reprise de confiance en soi, etc. Mais il y a quand même une philosophie qui travaille l'autodéfense féministe, c'est que pour acquérir une confiance dans la défense verbale et dans tout simplement une confiance en soi, confiance en ses émotions, confiance en ses ressentis, c'est-à-dire que si une situation me met mal à l'aise, en fait, j'ai pas à la subir ou à continuer à sourire, il faut juste que cette situation cesse et que je trouve les ressources en moi pour me dire que je suis légitime à considérer qu'il faut que ça cesse. Il y a une philosophie de l'autodéfense qui consiste à dire justement à repasser par le corps et à considérer que si on sait que physiquement, en fait, on est dans une forme de présence à soi et de capacité d'agir et de réinvestissement de sa puissance, en fait, ensuite, l'autodéfense verbale et la dimension psychologique, elle va suivre. Alors qu'on aurait tendance à inverser le processus ce qui est compliqué, parce qu'en fait, pour justement avoir confiance en ses mots, confiance en sa parole, confiance en son nom, un cri, dans une certaine mesure, il faut d'abord avoir ressenti ou fait l'expérience d'avoir réanimé son corps, d'avoir d'habiter son corps.
Et donc, on passe plutôt d'abord par une dimension très physique, très musculaire, très charnelle. En tout cas, moi, c'est cette autodéfense, pour moi, qui constitue l'une des forces, en fait, de l'autodéfense féministe. Alors après, donc ça m'amène à ma question suivante, qui est un peu une question d'actualité. C'est concernant le mouvement Balance ton porc, qui, moi, m'a posé question. Donc, s'agit-il, selon vous, d'une illusion médiatique ou d'une réelle prise de conscience globale ? Comme tous les mouvements à cette échelle-là, en fait, il y a une impureté, c'est-à-dire que c'est à la fois médiatique et à la fois il y a une dimension quand même inédite et importante sur ce que ça libère, sur ce que ça crée, sur les solidarités que ça peut engager, ou sur en tout cas des processus de conscientisation, c'est-à-dire se dire ce que je vis n'est pas de ma faute, c'est pas moi qui suis parano, c'est pas moi qui ai pas de chance. C'est pas moi qui ai fait un truc de mal, c'est pas moi qui me suis pas habillée comme il fallait, qui ai pas dit ce qu'il fallait. Enfin, donc toute cette culpabilité là intériorisée qui fait partie en fait, qui permet à la domination de bien se renouveler copieusement. Voilà, cette dimension-là, elle peut être cassée par l'idée que non, en fait, il y a une dimension structurelle à cette violence, qu'elle est politique, qu'elle est sociale. Donc en ça, c'est ultra positif. Après qu'il y ait ensuite une sorte de panique médiatique, voilà, je veux dire, c'est le jeu de l'histoire, et on verra comment le rapport de force il va se mettre en place. Mais c'est peut-être la seule, à mon sens, si je devais formuler une interrogation par rapport à MeToo, Balance ton porc, qui sont un peu différents d'ailleurs dans leur technique. D'abord, je pense que le côté positif, c'est que c'est une technique de sabotage en fait qui est classique. Hein, le fait de dénoncer ce qui se passe derrière le rideau, dénoncer ce qui se passe dans un repas de famille, dans le bureau d'un supérieur ou d'un collègue. Enfin, je veux dire, dans la chambre à coucher, c'est des techniques de sabotage utilisées dans le mouvement anarcho-syndicaliste, voilà, sur la question des droits des travailleurs. Et ça situe juste la question du féminisme comme un mouvement social comme les autres, avec tout un panel d'actions possibles, en fait. La seule limite, c'est que si ça devient une sorte de racontez-nous les violences, voilà, déversez-vous dans la description minutieuse de comment il vous a mis la main au cul et comment exactement, et est-ce que vous pouvez retirer un string ou pas, etc. Et là, il y a une forme de voyeurisme qui est assez classique dans l'histoire patriarcale et dans tout le courant antiféministe. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a une forme d'érotisation de la domination et de cette injonction faite aux femmes à parler, à parler, cette volonté de savoir, en fait, sur ce que c'est la violence et qui va créer une forme de jouissance, en fait. Ça fait jouir les gens de savoir comment une femme a été violée. Enfin, vous voyez, il y a cette dimension-là, en fait, qui est insupportable. Et qui fait que, du coup, après, s'il y a quelques femmes qui sont des grandes bourgeoises de la haute sphère culturelle et médiatique et politique qui disent que, quand même, faut qu'elles arrêtent de pleurnicher ces meufs, etc., tout le monde s'en réjouit. Donc, c'est ça la limite. Et que moi, ma position dans un certain engagement dans une pratique, une praxis féministe, c'est d'arrêter de parler. Et plutôt de s'interroger sur, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On renverse les tables, on balance des cafés chauds, des verres d'eau, on casse des genoux. Voilà, on va mettre des gifles, alors, du coup, voilà. Ok, très bien. Bon, du coup, je vais un peu passer du coq à l'âne avec ma question suivante. J'aimerais revenir à une question plus large. Donc, dans votre livre, vous parlez de la généalogie du Krav Maga. D'ailleurs, c'était chouette parce que moi, il y a plein de trucs que j'ignorais, donc ça, c'était assez intéressant. Mais de manière plus globale, quelles sont aujourd'hui les stratégies de défense possibles, donc là, par toutes et tous, dans les luttes de terrain, quoi, sur le plan physique, mais également sur un plan plus juridique ou... Encore une fois, moi, si j'ai utilisé les luttes à la fois anti-impérialistes, les luttes contre la colonisation, le fascisme, contre le sexisme, c'est qu'à chaque fois, il faut rappeler que c'est des situations où des individus sont exposés au risque maximal de mort. Et que le lien, en fait, il y a tout à fait un lien entre la lutte contre le fascisme, le suprémacisme blanc aux États-Unis ou le colonialisme et la question du sexisme. C'est tout simplement parce qu'il y a des corps qui sont exposés à la mort alors que d'autres en sont épargnés. Et que par conséquent, cette question du recours à des outils, des ressources et des techniques d'autodéfense, moi,
c'est ça qui m'a intéressée. Donc les techniques qu'on a à disposition, c'est le répertoire d'action qu'on peut aller puiser dans une histoire des luttes, dans une mémoire. Et moi, mon parti pris a été de faire la généalogie d'une mémoire des corps et des techniques corporelles qui ont été élaborées, créées, réinvesties par des mouvements, des individus, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre choix que de ce passage physique, corporel à la violence. Parce que, le corps était exposé. Encore une fois, le corps était une proie. Mmh. Et dans certains mouvements actuels, des militants sont par définition chassés. Mmh. Voilà, et ils sont abattus. Donc, ensuite, c'est le choix des mouvements de s'autodéterminer et de choisir. Le mode d'action. Justement, ça fait bien écho avec la question suivante. Donc, nous vivons actuellement dans un état policier meurtrier, comme l'a notamment prouvé le non-lieu déclaré récemment sur l'affaire de Rémi Fraisse. Donc, je serais curieuse d'avoir juste votre opinion, en fait, sur cette décision de justice, quoi. C'est intéressant, parce que, évidemment, quand on fait l'histoire, en fait, de la violence... et de la façon d'y résister ou d'y survivre, plus exactement, on fait forcément l'histoire de l'État. Et dans cette histoire de l'État, en fait, moi, ce que j'ai tenté de montrer, c'est que aujourd'hui, on assiste à une sorte, à la radicalisation d'un processus qui est là depuis longtemps, en fait, qui est héritier de la période coloniale, notamment, et qui est la mise en place d'un État sécuritaire avec des modes de gouvernement que moi j'ai appelé un gouvernement défensif, c'est-à-dire qui va mobiliser de façon exponentielle la notion de légitime défense. Ce qui est quelque chose d'inédit, y compris dans l'histoire politique de l'État, c'est-à-dire que quand on entend la modification de la législation sur la légitime défense pour les forces de police, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un hiatus, même théorique, important, c'est que normalement, les forces de police n'ont pas de légitime défense. Les forces de police sont là pour maintenir l'ordre. Voilà. Après, elles le font de façon proportionnée, disproportionnée, etc. Mais elles incarnent une forme d'usage légitime de la violence, voilà, d'une définition de l'État. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que si on considère que les forces de police ont accès à la légitime défense, ça veut dire que en face, les mouvements sociaux sont forcément criminalisés, sont forcément considérés comme des agresseurs, comme des ennemis, comme des potentielles menaces, et des menaces suffisamment éminentes, permanentes, pour que dans n'importe quelle situation, les forces de l'ordre puissent être considérées en légitime défense. Et ça s'appelle juste l'octroi d'un droit de tuer, d'un permis de tuer. Et qui peut aussi se déployer dans le fait d'une privatisation des prérogatives de police, parce que si aujourd'hui les forces de police déploient en fait des technologies vraiment de mise à mort, et notamment qui ciblent des militants qui sont à ce point élaborés, ce qu'on va voir, et ce qui est en train de se mettre en place sur la ZAD et avec les déclarations, où il y a quand même eu, dans Le Monde du 8 janvier, une déclaration des forces de gendarmerie qui disent que c'est le dispositif qui va être mis en place pour évacuer la ZAD est un dispositif qui n'a jamais été d'une telle ampleur en métropole, mais qui a été utilisé de façon relativement traditionnelle dans les dom-toms pour réprimer les mouvements sociaux. Et donc, ce représentant de la gendarmerie conclut, et donc il va avoir des morts. C'est un énoncé qui est absolument, qui est paradigmatique aussi de la façon dont on considère que aujourd'hui, les forces de police sont aussi fortes d'une expérience qui est la répression de mouvements sociaux dans les dom-toms, qui a massacré, en 67, en 74, des syndicalistes, des militants, etc. Et qui, en métropole, n'était pas, en tout cas, qui n'était pas à ce point visible. Mais aujourd'hui, ils peuvent annoncer ça parce qu'ils vont considérer que c'est de la légitime défense, qu'ils sont en légitime défense. Et donc que tout acte d'usage excessif de la force, en fait, ne sera qu'une réponse à une violence première qui est celle des militants. Et qui va donc légitimer en retour la violence policière. Donc
c'est en ça qu'il y a la situation, elle est tragique, et c'est pour ça que la question de la violence, elle est très importante à repenser au niveau des mouvements, et qu'elle soit pas évacuée, ni même laissée en fait à une toute petite minorité qui aurait justement à endosser le fait d'être violent. Mais je pense qu'il faut faire en sorte, en tout cas, peut-être d'un point de vue stratégique au niveau des luttes, de faire en sorte que des mouvements réputés comme non violents puissent aussi endosser des formes de violence pour éviter que certains mouvements soient stigmatisés, d'autres pas. Et c'est pour ça que dans l'exemple du féminisme, il est très important, à mon sens, que un certain nombre de mouvements considèrent que voilà, ça peut passer à la violence, parce que la violence première, c'est celle du sexisme, et c'est celle d'un État qui protège les personnes qui mangent chaque jour à la table des agresseurs. Donc, et du côté des mouvements sociaux, voilà, il ne faut pas laisser isoler un certain nombre de mobilisations aujourd'hui, parce que plus on aura cette forme de désolidarisation, et plus ces mouvements sociaux vont être la cible d'une répression meurtrière. Mais justement, question assez logique juste après. Donc, selon vous, à partir de quand un sujet est-il considéré comme une menace pour l'État ? Alors, en fait, historiquement, on peut dire que si ce sujet est basané, noir, issu de l'immigration postcoloniale, c'est effectivement un sujet qui est considéré comme une menace en soi. Et là, l'exemple des États-Unis, qui a été un laboratoire quand même de l'État, qui reste un laboratoire de l'État racial, est évidemment pour moi un objet de réflexion et d'étude qui est privilégié, parce qu'on voit bien comment la construction du corps noir a fait que notamment les hommes, mais aussi les femmes, mais les hommes surtout africains-américains, sont des corps tuables. Donc aujourd'hui, je veux dire, la situation française sur notamment la question des migrants fait que vous avez des corps qui sont considérés comme des menaces et qui sont des corps tuables. Voilà. Et que au nom de cette construction contemporaine de l'État sécuritaire, on va se défendre de ces corps en déployant tous les moyens de répression pour les arrêter ou les évacuer ou les anéantir. Et donc, sachant cela, y a-t-il une urgence à se défendre aujourd'hui ? Un peu, oui. mais encore une fois, la défense... peut-être la question de la défense, elle est d'abord et avant tout une question éthique, à la fois pour les individus, pour les militants, pour les mouvements. C'est l'idée que ne perdons pas de vue que c'est la vie, c'est nos conditions de vie en fait qui sont en jeu. Donc c'est pour ça que casser en fait le cadre dans lequel on veut nous faire penser à la défense sur la question, il y a les violents, les non-violents, à quel niveau recourir à la violence est légitime, à quel niveau ça l'est plus, à quel niveau je suis autorisée à balancer une baffe ou pas, est-ce que si la personne m'a dit t'es bonne, t'es jolie, machin. Enfin, toutes ces questions en fait nous viennent polluer une réflexion qui doit s'autonomiser de ce cadre d'analyse. Et d'abord penser que la question de la défense, c'est une éthique de soi, c'est une éthique aussi, et une défense des vies que nous considérons comme vivables, alors que nos vies sont rendues invivables. C'est vrai. Donc ça m'amène à la question bonus. Donc j'imagine que votre sujet découle assez naturellement de vos autres travaux, mais qu'est-ce qui vous a mené, vous, à vouloir traiter cette question de la violence et de la défense de soi ? En fait, la question, la réponse, elle est évidente, et c'est surtout que si jamais un jour vous avez, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui vous dit, je sais pas, j'ai travaillé sur ça parce que ça m'intéressait, que ça n'a absolument rien à voir avec moi, avec ma vie, avec mon histoire, ne le croyez pas, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Elsa Dorlin. Merci. Et merci à Clément à la technique. Merci beaucoup.